Eh ben, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière interview de cette semaine marathon. Vous avez découvert 5 entrepreneuses bisontines. Et quelle meilleure façon de terminer la semaine que de donner la parole à une de mes clientes au sein de l'Académie 100K, qui elle aussi a un parcours incroyable. Alors j'avais forcément envie de lui laisser de la place ici. Salut Anaïs. Salut. Ça va ? Bien, et toi ? Oui, ça va très bien. Anaïs, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, ce que je n'ai même pas dit, ce que tu faisais encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Anaïs, j'ai bientôt 33 ans, j'habite à Besançon. Et du coup, je fais de l'agencement, de l'aménagement et de la décoration d'intérieur éco-responsable. Éco-responsable, est-ce que tu peux quand même nous donner quelques mots, parce que c'est vraiment une de tes spécificités d'avoir cette approche qui est hyper intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Bien sûr. Du coup, dans mes projets, j'utilise des matériaux de réemploi, par exemple, du mobilier de seconde main. Le but, c'est vraiment de réduire au maximum les déchets et notre empreinte sur l'environnement. Et puis en même temps, de travailler le côté sain des matériaux, etc., pour éviter les polluants à l'intérieur des habitations et des locaux que je rénove. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant comme démarche. D'où te vient cette dimension éco-responsable que tu as vraiment voulu rajouter dans ton métier finalement, qui fait de toi quelqu'un d'unique aussi dans ce que tu proposes ? Ça fait partie de ma vie personnelle déjà. Je suis quelqu'un de très engagé pour l'environnement. J'essaye vraiment au quotidien d'avoir des gestes et des actions pour protéger la planète. Et je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas faire mon métier autrement que de rajouter cette dimension-là dans mon activité. Du coup, voilà. Et ce que je trouve très intéressant d'ailleurs dans ton approche, c'est de se dire qu'on peut pas être 100% parfait, qu'on Exactement. peut par contre, en revanche, avoir des petites actions, comme tu le disais à l'instant, dans ton quotidien. Et c'est ce qu'on nous amène vraiment à faire et qu'il est utile de faire aussi pour la planète, d'avoir des petites actions, même si on n'est pas parfait sur tout. Vaut mieux voir la progression que la perfection, que de vouloir rien faire finalement en se disant qu'on ne serait pas parfait. C'est exactement pareil, du coup, dans l'aménagement. En fait, tu peux pas n'utiliser que des marques, que des produits qui sont parfaitement éco-responsables. Non, on va dire qu'on fait au mieux. On essaie de faire au maximum, mais parfois il y a des contraintes de budget, par exemple, ou même sur le projet en tel quel, il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas faire tout parfaitement, mais on fait au mieux. Bon, et avant de faire de l'aménagement, de l'agencement, de la décoration éco-responsable, que faisais-tu ? C'est quoi ton parcours ? D'où viens-tu ? Alors, du coup, j'étais professeure des écoles, voilà. Donc, j'ai enseigné en gros de la maternelle jusqu'à même au-delà du CM2, parce que j'avais aussi des élèves en spécialisé, du coup, qui avaient l'âge du collège et qui avaient, par contre, un niveau scolaire de primaire. J'ai enseigné pendant 5 ans. C'était un rêve d'enfant d'être prof d'école, ok. Oui, depuis toute petite, je voulais faire ça. Donc, en fait, j'ai fait tout mon parcours scolaire pour atteindre cet objectif-là. Ok. Je me suis battue pour avoir mon concours parce que je l'ai eu au bout de la 3e fois. Donc, voilà, je n'ai rien lâché pour atteindre ce rêve-là. Et voilà, je suis arrivée en classe et ça a été la désillusion totale. Alors, dès le début ou comment ça s'est passé Ouais, dès le début. Ouais, en fait, dès le début, pourtant j'avais fait des stages, je connaissais le milieu, etc. En fait, dès le départ, je me suis pas forcément senti ma place, je me sentais pas forcément soutenue, etc. Et soutenue par qui, par exemple ? Par tes collègues ? Les collègues, ça allait, ça dépendait des écoles, mais parfois il y a des soucis avec des parents, il y avait des élèves qui étaient compliqués, tout ça. Et puis quand on débute, c'est compliqué de gérer tout ça. Et en fait, c'était pas forcément pour moi. Enfin, je m'en suis rendu compte après, bien sûr, mais voilà. Mais bon, vu que j'ai un peu galéré du coup pour atteindre cet objectif-là, je me suis dit que j'allais continuer et voir ce que ça allait donner, changer de niveau. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir des niveaux différents à chaque fois pour voir si... Sur les 5 années, du coup, tu as à chaque fois changé de niveau et tout ça pour... Oui, parce que la première année, j'étais en remplacement, donc j'ai fait un peu de maternelle, etc. Donc je voyais à peu près ce que c'était. Après, j'ai eu des CM, donc CM1, CM2. Après, j'ai eu, en une seule classe, j'ai eu CP, CE1, CE2. Donc voilà, j'ai fait des triples niveaux aussi. Waouh. Voilà. Je savais même pas que c'était possible. Alors j'ai souvent entendu double niveau et ma fille est dans une classe double niveau, mais triple niveau. Donc là c'était triple niveau, Wow. J'avais 27 élèves, donc il y avait les CP, donc il fallait leur apprendre à lire, à écrire, etc. Donc c'était vraiment super compliqué de gérer les 3 groupes différents, et en qui plus, font pas du tout la même chose du coup. En plus à des âges où vraiment ils évoluent énormément. Exactement. Et moi pour le voir par ma fille, qui elle était en CP, en CE1 ou même là en CE2, ça a rien à voir quoi. Non. Cette année-là, ça a été un peu l'année charnière aussi. Je me suis dit,
que je voulais partir dans le spécialisé justement pour voir autre chose parce que là, si j'avais des classes comme ça tous les ans, je pouvais pas continuer. C'était quoi, ta 3e, 4e année? C'était ma 3e année. Ok. Après, du coup, j'ai fait une création d'Ulysse. Donc, Ulysse, en fait, Ulysse collège. Du coup, c'est des enfants qui ont donc l'âge du collège, mais qui n'ont pas les capacités pour être dans une classe ordinaire, entre guillemets. Ok. On faisait de l'inclusion dans d'autres classes pour certaines matières, mais les matières principales, par exemple le français et les mathématiques, ils étaient avec moi. Ok. Et ça a été compliqué parce que ça n'a pas du tout été accepté dans le collège. Enfin, voilà, la principale me mettait un peu des bâtons dans les roues, etc. Donc, je me suis un peu battue. Bref. Et puis c'était l'année du Covid, donc en fait voilà, du coup j'ai récupéré mes élèves à la fin de l'année. J'en avais que 6, donc je pouvais les appeler tous les jours pour les suivre voilà, pendant le Covid, etc. Et puis après je me suis dit, allez, en gros c'était vraiment 5e année, je me suis dit c'est la dernière année, la dernière chance que je me donne. Et j'ai demandé du coup à intégrer l'ITEP à Besançon. Donc l'ITEP c'est des enfants enfin des jeunes qui ont des troubles du comportement du coup. Okay. Et qui, pareil, n'ont pas forcément le niveau scolaire pour aller en collège ordinaire, on va dire. Qu'est-ce qui t'attirait plus, par exemple, dans ce type d'accompagnement, plus que quand tu étais prof des écoles plus ordinaires, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est vraiment parce que tu te sentais pas à ta place vraiment dans les premiers rôles, on va dire, que tu as eu et donc tu voulais tester d'autres choses? Ou est-ce que vraiment tu t'es dit j'ai envie d'apporter encore plus ma pierre à l'édifice? Enfin, qu'est-ce qu'a fait vraiment ce cheminement aussi de se dire je tente plusieurs échelons, plusieurs endroits, plusieurs façons d'enseigner? En fait, je savais qu'en étant enseignante, je voudrais forcément faire du spécialisé parce que ça fait partie de moi. J'aime vraiment, comme tu disais, ajouter ma pierre à l'édifice encore plus, faire quelque chose qui a de la valeur, vraiment, c'est important pour moi. Et ces jeunes-là me touchent particulièrement, voilà. Et du coup, je voulais vraiment les aider à avancer dans la vie, et voilà. Donc, j'y suis allée, et aussi, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins d'élèves dans la classe, c'est-à-dire qu'en Ulysse, j'en avais 6, là, à l'ITEP, je crois que j'en avais 10 au maximum, et pas tout le temps en même temps. Et en fait, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir s'occuper de chacun, et d'être là pour chacun. Besoin aussi. Bien sûr. Et moi, je me sentais pas. Enfin, je savais que je les avais tous vus dans la journée, je savais ce qu'ils avaient fait, etc. Alors qu'en ordinaire, c'était pas le cas, quoi. C'était compliqué. Avec 27 élèves, c'était compliqué d'avoir vu ce que tout le monde faisait, etc. Et c'est à ce moment-là, au mois de janvier, du coup, que j'ai eu un accident du travail. Je me suis fait frapper par un de mes élèves, du coup, à l'ITEP. Donc, qui était en crise, et je me suis pris des coups, voilà. C'était juste avant les vacances scolaires. Et ça a été violent quand même. Ça a été violent, ouais, vraiment. En fait, il y a un moment où il était en crise, donc j'avais un éducateur dans la classe qui essayait de le maintenir, etc., qui l'avait mis au sol pour le calmer. Sauf qu'il avait pris que le haut, en fait, il bloquait ses bras, etc., et il se prenait les coups de genoux du jeune dans la tête. Donc moi, plutôt que d'appeler quelqu'un, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis dit, je vais lui tenir les jambes. Et en fait, je me suis pris un coup de pied dans l'œil. Donc ça, c'était le premier coup, du coup. Bon, voilà, c'était en crise. C'est déjà pas facile à encaisser, mais il est en crise, c'est comme ça, voilà. Et en fait, après, il a voulu récupérer son téléphone, parce qu'on leur enlevait les téléphones, parce que sinon, ils étaient tout le temps dessus. Et en gros, j'ai pas été assez rapide pour lui, je pense. Et là, il m'a foutu une baigne dans la tête, quoi, clairement. Wow. Donc c'est plus ce coup-là, en fait, qui m'a... Parce que là, c'était gratuit, clairement. Il était plus en crise, il s'était calmé. Donc c'est plus ce coup-là qui m'a un peu perturbée, je dirais. Un peu, un peu, oui. Un peu secoué, beaucoup secoué, ouais, voilà. Et puis en fait, on aurait tous été secoués. Il y a même pas de. Oui, je pense que. Après, là-bas, en fait, c'était tellement commun que moi, je suis allée porter plainte, mon collègue aussi, et en fait, les collègues n'ont pas forcément compris. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, mais c'est tellement en fait banal là-bas, malheureusement, que voilà, il y a tellement de violence, etc. que c'est compliqué, quoi. Mais moi, je me voyais pas ne pas déjà aller porter plainte, etc. Enfin, c'était... Je pense que c'est pas rendre service aux jeunes non plus que de laisser passer ça. Ben ouais, c'est clair. Enfin, voilà. Il y a besoin c'est qu'ils ont besoin d'un cadre aussi. Et... Ouais. Je ne suis pas retournée en classe jusqu'aux vacances. Et je me suis dit, voilà, il va y avoir les vacances, ça va bien se passer. Voilà. Et en fait, j'ai jamais pu y retourner, quoi. Donc, j'ai été en arrêt jusqu'à la fin de l'année. Et pendant ce temps-là, en fait, je me suis dit... Ça a été un traumatisme, en fait. Ça a été un traumatisme, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, tu t'étais déjà dit, c'est la 5e année, et voilà. Et là, effectivement... Voilà. Aux alentours de mars, je me suis dit, bon, voilà, je vais partir. Il faut que je trouve une solution pour partir. Il faut que je trouve quoi faire de ma vie, en fait. Parce que ça avait été... pour moi,
j'allais faire toute ma carrière dans l'enseignement et je me posais même pas la question en fait. Donc voilà, et au même moment, j'ai acheté mon premier appartement, qui était à rénover. Donc j'ai fait les travaux moi-même, j'ai choisi ma décoration, etc. Et c'est au même moment où je me questionnais sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et la révélation. Voilà. Et ça a été un peu la révélation. Alors qu'en fait, depuis mon enfance, j'allais dire c'est bête, mais j'ai toujours en fait changé les meubles de place dans ma chambre parce que je voulais tout le temps que ça bouge. Dans mes appartements, à chaque fois, pareil, j'aimais pas que ça reste très longtemps comme ça. Enfin voilà, j'avais besoin d'aménager, etc. Donc ça vient de loin en fait finalement quand on regarde bien. Et puis voilà, ça a été l'évidence du coup. Et je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Il faut que je me forme. Donc je me suis formée. Du coup, j'ai demandé une rupture. Tu t'es pas beaucoup posé la question en fait. J'ai envie de faire ça. Et... Ouais. Je pense que ça a été vraiment le premier. De toute façon, c'était vraiment une évidence. Et je me suis pas posé la question de ce que j'allais faire d'autre. Donc voilà, j'ai commencé à me former. J'ai demandé une rupture conventionnelle à l'Éducation nationale que j'ai obtenue du premier coup. Donc voilà. Et là, je me suis dit, comment je vais faire ? Est-ce que je vais essayer d'intégrer une agence d'architecte d'intérieur ? Est-ce que je vais faire moi-même, etc. Et finalement, le côté de l'entrepreneuriat m'a bien parlé. Je me suis dit que voilà, il y avait cette liberté, on va dire, de faire pour soi-même, etc. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va, on se lance, quoi. Ok. Comment s'est passé ton début ? Alors, déjà, ta formation a duré combien de temps ? Alors, ma formation a duré 2 ans. Ah oui ? Voilà. Mais en fait, la décoration d'intérieur, c'est un métier qui ne nécessite pas forcément de formation. En fait, il n'y a pas de diplôme. Moi, je voulais me former parce que c'est un métier que je connaissais pas du tout. Mais je sais qu'il y a des consoeurs et des confrères qui ont pratiqué le métier sans forcément se former, en fait. Donc, j'ai commencé ma formation et j'ai créé mon entreprise, on va dire, avant la fin de la formation, en fait. Ok. Parce que la formation demandait quel investissement de temps ? On était engagés pour 2 ans. Mais on pouvait le faire en 6 mois. Okay. C'est juste que moi, j'arrivais pas j'ai eu un peu de mal en fait à trouver le rythme et à apprendre des choses. Et puis, je voulais vraiment faire les choses à fond. Et on avait quand même pas mal de devoirs. En fait, c'était sous forme de tomes. Et à chaque fin de tome, on avait des devoirs. Et vu que c'était à distance, c'était compliqué d'avoir des retours directs, etc. Donc moi, je voulais vraiment prendre mon temps et de soigner pour ça. Et c'est pour ça que j'ai pris les 2 ans entièrement pour faire la formation, quoi. Mais j'aurais pu le faire plus rapidement. Ouais. Après, c'est toute la complexité aussi de se dire, ok, oui, j'ai ma liberté et à la fois, il y a que moi qui décide si je m'y mets ou pas. Exactement. Et ça, c'est un vrai challenge. Mais que ce soit dans le cas d'une formation ou de l'entrepreneuriat, quand après tu dois faire ta comptabilité, démarcher des clients, etc. En fait, c'est toujours le même sujet. Oui. Oui. Ça fait partie du jeu, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et puis en fait, au début, on patauge un peu et puis après, ça se fait naturellement. Et puis finalement, on se dit que de toute façon, si on veut que ça tourne et ça fonctionne, on n'a pas le choix que d'y aller et de faire les choses, quoi. Exactement. Tu as terminé ta formation quand ? Du coup, je l'ai terminée mai 2023. Ok. Voilà. Et puis, j'en ai refait une autre derrière, du coup. D'accord. Mais oui, parce qu'en fait, la première formation que j'ai faite, c'était pour design d'espace, décoration générale, on va dire. Je sais pas comment dire, ordinaire. Et puis moi, je voulais rajouter le côté éco-responsable. Donc j'ai fait une autre formation qui était plus courte. Je crois que ça a duré 3 mois à peu près. Okay. Voilà. Donc de l'école du design d'intérieur durable, qui fait de moi une professionnelle de la décoration éco-responsable. C'est quand même un parcours dingue parce que clairement... Dans ce que j'entends et ce que tu racontes, l'entrepreneuriat était pas un objectif. Enfin, peut-être pas un objectif. Je n'avais jamais pensé de ma vie devenir un jour entrepreneuse. Clairement, c'était pas. Enfin, c'est venu comme ça. En fait, j'ai trouvé le métier que je voulais. Je me suis dit, est-ce que je veux le faire en agence ou seule ? Et du coup, l'entrepreneuriat est venu comme ça par ce choix-là que de vouloir faire seule les choses finalement. Et est-ce que si c'était à refaire, tu ferais les choses différemment ? Est-ce que tu regrettes en fait ce passage quand même par la tentative d'enseigner ? Non. Non, parce que ça fait partie de mon caractère aussi. Je sais que je suis un peu têtue. Quand j'ai une idée en tête, je veux aller jusqu'au bout des choses. Et voilà, c'est pour ça que quand je suis arrivée en classe... C'est bien en tant qu'entrepreneur. Hein. Oui, voilà. Je pense que ça peut être une qualité.
Mais voilà, quand je suis arrivée en classe, que la première année, que je me sentais pas bien, etc., je me suis dit, mais je peux pas abandonner maintenant, c'est pas possible. En fait, il faut que j'aille vraiment au bout des choses. Et pour moi, c'est pour ça aussi que l'accident du travail a fait, c'était la goutte d'eau. Et à un moment, ça sert à rien de s'acharner, ça je pense. Ça a été un révélateur aussi vraiment. de ce que tu ressentais. Vraiment. Et voilà, donc en gros, je vais jusqu'au bout des choses. Je sais que ça fait partie de moi, quoi, vraiment. Et c'est quoi l'avenir pour ton entreprise, où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire dans les prochains mois, les prochaines années? Où est-ce que tu te vois? L'avenir pour mon entreprise, c'est d'essayer de la développer encore plus. Voilà, vraiment que ça fonctionne. Et voilà. Et puis, j'aimerais... jusqu'à maintenant, en fait, j'ai fait beaucoup de particuliers... de maisons, voilà, appartements, etc. Et là, j'aimerais plutôt me diriger vers une cible plus professionnelle, et particulièrement du coup avec des restaurateurs et des propriétaires de cafés, salons de thé, etc. Ok. Pour les aider à créer un concept fort et cohérent entre leurs cartes et la décoration. Et pourquoi cette cible-là particulièrement ? Il y a quelque chose qui te parle, ou d'où ça vient ? Alors ça vient de... mon expérience de consommatrice, je dirais. J'aime bien aller au resto. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait avec mon compagnon assez fréquemment. Et puis, on aime bien changer. On aime bien découvrir des nouveaux lieux. Et puis voilà, découvrir des nouveaux univers. Et je trouve que l'univers, ça passe aussi par la décoration, du coup, et l'aménagement. C'est une expérience, en fait, au global. Exactement. Je suis totalement d'accord avec ça. Et pour avoir... travailler là, déjà depuis plus de 8 ans dans ce milieu-là aussi, je trouve que malgré tout, il y a encore des établissements qui soignent l'assiette, qui soignent la recherche d'aliments pour que ce soit le plus local, responsable, etc. Et qui malgré tout n'ont pas cette démarche jusqu'au bout. Peut-être par manque de connaissances aussi, tu vois, de se dire, est-ce que c'est possible en fait d'aller encore plus loin dans son approche ou pas ? Je pense qu'il y a aussi une méconnaissance de cette possibilité d'apporter la dimension éco-responsable dans une décoration à laquelle, moi, avant de te connaître, je n'avais pas forcément conscience non plus, même si quand tu recherches des meubles et que tu es content de voir que c'est fabriqué en France et tout, tu n'as pas forcément ce réflexe-là instantanément, en tout cas pas encore. Mais c'est aussi pour ça que des personnes comme toi existent, c'est pour dépoussiérer tout ça et montrer que c'est possible. On essaye. Je trouve ça vraiment chouette d'aller au bout de la démarche, et je pense qu'il y a plein d'établissements qui peuvent être vraiment consternés par cette démarche-là. Et puis, quand tu vas au resto, tu as envie de te sentir bien aussi, il y a ça. Oui, je pense que ça fait vraiment partie... Enfin, je sais que moi, personnellement, quand, je sais pas, les tables sont trop serrées, que je me sens trop proche de mes voisins ou des choses comme ça, je me sens pas forcément bien, alors que la nourriture est très très bonne, que tout le reste va, les serveurs sont super, enfin voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a deux, trois aménagements parfois à modifier, juste de décaler de quelques centimètres la table pour qu'on se sente mieux, ou enfin voilà, des choses à ou réfléchir. les établissements où c'est trop froid des fois aussi, où il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de côté intimiste et tout ça, alors que même parfois je me suis déjà retrouvée dans des restos où quand ça résonne, quand tu parles tu te sens vraiment mal à l'aise. Oui, c'est vrai. Du coup, mais effectivement, je trouve que c'est hyper important, et c'est ça ce que tu viens de dire, je trouve hyper intéressant aussi de dire, c'est que parfois il y a peut-être juste quelques ajustements à prévoir, et qu'on n'est pas obligé de tout transformer, de tout réacheter. Et justement, c'est ça l'intérêt aussi de ce que tu proposes, c'est d'être au maximum dans le réemploi. Exactement. C'est d'essayer de partir de ce qui existe déjà. Par exemple, un magnifique sol, qui peut ne pas plaire parfois, mais il suffit d'harmoniser le reste pour que ça fasse quelque chose de cohérent et de très chouette, quoi. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Alors, dans mes rêves les plus fous. C'est ce que je te demande. Non, mais en fait, j'aimerais beaucoup vraiment rester sur cette cible-là et m'ouvrir à des plus grandes villes. Enfin, je sais que j'ai envie de commencer par Besançon et mes alentours, etc. Mais j'ai envie de, pourquoi pas, faire des restaurants à Paris. Ce serait chouette. Et puis, après, voilà, si je rêve vraiment, pourquoi pas à l'étranger ? Il va falloir que je bosse mon anglais, par contre, si jamais, parce que là, c'est... Voilà. Mais voilà, visiblement, t'as pas peur de te former, et puis donc c'est non, parce que je crois que j'ai vraiment trouvé là où je voulais. Enfin, ça m'anime, ça vibre en moi, et du coup, j'ai vraiment envie d'aller là-dedans, de créer des univers, etc. Merci beaucoup, Anaïs, pour ce partage. Si on a envie de travailler avec toi, où est-ce qu'on te trouve, où est-ce qu'on te contacte ? Dis-nous, c'est l'instant promo sur le podcast. Alors, on me trouve sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, LinkedIn et Facebook. J'ai aussi un site internet, voilà, donc du coup... Je mettrai les liens dans la bio, juste en dessous. Voilà, je vais dire, c'est compliqué de tout épeler. Mais...
Merci beaucoup pour ce partage, Anaïs. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis très heureuse de clore avec toi cette édition bisontine, d'avoir pu mettre en avant vraiment l'entrepreneuriat bisontin. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez apprécié ces épisodes de podcast, si vous avez déjà écouté les 5, bravo si vous êtes arrivés jusque-là. On a vraiment tenté de faire des interviews courtes, mais l'objectif était vraiment de vous montrer tous ces parcours d'entrepreneurs aussi qui n'étaient pas forcément prédestinés à l'entrepreneuriat au départ, qui y sont venus et qui ont vraiment bien fait. Donc si vous avez apprécié ces épisodes, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à noter sur Spotify ou Apple Podcast. C'est ça qui m'aidera à faire progresser le podcast dans les recherches. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi, Alexandre. À bientôt. De m'avoir donné la parole. À bientôt. À bientôt.